Merci à vous, merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence. On va pas faire de code, j'espère que ça va pas trop vous frustrer. Pour terminer la journée, c'est sympa de faire un peu autre chose, et aujourd'hui on va faire donc du design, et on va parler de pas n'importe quel design, on va parler du design sonore. C'est un type de design qui est souvent un peu oublié, et qui pourtant fait partie intégrante de notre vie, comme vous allez le voir dans cette présentation. Avant toute chose, on va parler un petit peu de ce qu'est le material design. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais ce n'est pas forcément clair pour vous. Le material design, ça a été introduit en 2014 par Google. Ça ressemble à ça. Vous l'avez sans doute déjà vu plusieurs fois. Vous l'avez sans doute déjà tellement vu que ça devient presque lassant. Et c'est ce que Google s'est dit en 2018. Et c'est pour ça qu'ils ont présenté le material theming, qui est un nouveau système de design qui permet à chaque marque de personnaliser le material design pour en faire un design qui lui correspond un peu plus. Et puis Google a poussé les choses encore plus loin en 2021 avec l'introduction de Material You, que vous allez commencer à bientôt voir sur vos téléphones Android qui commence à être déployé. Cette nouvelle mise à jour permet d'avoir un material design qui se personnalise en fonction de l'utilisateur et donc même plus de la marque. Donc c'est encore plus poussé. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir avec le material design, c'est que c'est un système de design créé par Google dont le but est d'être c'est open source, ça peut être utilisé par n'importe quelle entreprise. Et en 2019, Google s'est dit, on a oublié un truc, on n'a pas parlé de son. Eh bien, ils ont réglé ce problème avec tout un guideline, des guidelines de techniques pour créer du son dans vos applications. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va voir comment mettre du son dans vos applications et dans vos systèmes avec Material Design. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi Google s'est penché là-dessus, pourquoi on parle de son finalement. Eh bien tout simplement parce que le son est absolument partout autour de nous. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le son c'est par exemple ici, une sonnerie de téléphone, une notification, vous avez ça régulièrement. Ça peut également être ça, le jingle de vos marques préférées, notamment quand le train est à l'heure. C'est vraiment, le son est partout autour de nous. Ça peut également être ça paraît très subtil, mais ça c'est du sound design. C'est la cloche d'un tram, alors ça c'est le tram de Strasbourg, mais peu importe, tous les trams dans le monde entier ont une cloche. Et le point commun entre tous ces types de sons, c'est qu'un jour, il y a des gens dans un bureau, peut-être en costard, peut-être pas, mais en tout cas il y a des gens dans un bureau qui ont travaillé sur ces sons, qui se sont dit quel est le son le plus impactant et qui correspond le plus à ce que je veux faire entendre. Si on met une sonnerie de téléphone en cloche de tram, ça marche pas du tout, les gens vont pas du tout s'écarter. Et donc en fait chaque son est travaillé, et c'est ça que Google s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les développeurs puissent intégrer du son dans leurs applications sans se casser la tête, sans avoir à partir de start from scratch. Ils ont pu avoir une base grâce au material design. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le material design et comment fonctionne le sound design en général. D'abord, on doit visualiser ce qu'on fait. Quand on veut développer un son, il va falloir le visualiser. Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, on peut le visualiser de la manière la plus classique que vous connaissez probablement quasiment tous, c'est la manière de la durée. C'est-à-dire qu'on prend donc l'amplitude, donc le volume du son, et on l'étale sur la durée, ce qui donne ça pour ce son par exemple. Voilà, on voit le son qui progresse tranquillement, vous avez régulièrement ce genre de visualisation. On peut partir sur une visualisation de fréquences, c'est-à-dire qu'on va avoir à gauche les fréquences les plus graves et puis à droite les fréquences les plus aiguës. Et si on écoute le même son, ça donne ça. Alors ce qui est super amusant avec cette visualisation de son, c'est que là on voit une progression dans le son alors qu'on ne parle pas de durée, et en fait on voit le son. Ça paraît un peu paradoxal de voir du son, mais c'est pour ça qu'on parle de sound design aussi, c'est parce qu'on peut voir le son, on voit cette progression qui va de gauche à droite, on voit un effet de progression dans le son. Alors c'est super intéressant, et on va revenir là-dessus après, mais d'abord je vais vous parler un petit peu du timbre aussi du son. Le timbre, c'est ce qui permet de différencier la même note sur plusieurs instruments. Quand vous jouez un do sur un piano, quand vous jouez un do sur un violon, ça ne fait pas le même son, et pourtant c'est la même note. Eh bien, en informatique, c'est un peu la même chose. On a des sons qui sont plus digitaux, des sons qui sont plus acoustiques. Et si on regarde des sons, par exemple, digitaux, ça ressemble à ça. Et le même son en acoustique, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus orchestral, c'est plus complet, mais par contre, c'est aussi plus lourd. Et donc, il faut faire attention quand on l'utilise. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a compris comment on visualise et comment fonctionne le son, je vous propose de regarder quels sont les différents types de sons qu'on peut retrouver justement dans nos applications, dans nos sites web, dans nos interfaces utilisateurs, dans notre parcours UI/UX. D'abord, on a les types de sons qui s'appellent le bruitage. C'est ce qu'on retrouve le plus couramment, ce sont les notifications qui permettent à l'utilisateur de savoir que quelque chose s'est produit. Ce sont également les sons de validation qui permettent à l'utilisateur de confirmer que quelque chose s'est bien effectué. Voilà, on active, on désactive. Et puis ce sont également les sons d'accompagnement qui sont un petit peu plus subtils, qui permettent à l'utilisateur de savoir que oui, son action s'est bien effectuée. Voilà, ça se déroule correctement, tout va bien, ou pas, mais tout va bien. En tout cas, le son accompagne l'utilisateur constamment dans l'évolution de son parcours. Il y a également d'autres types de sons, qui sont les sons comme la musique par exemple, et la musique elle a ce pouvoir d'exprimer une émotion. Regardez qu'on est bien détendu là maintenant, pas mal, hein, envie de laisser un peu mais on n'a pas le temps.
Mais en tout cas, la musique voilà, permet d'ajouter une personnalité à votre application, et donc c'est à utiliser avec parcimonie, parce que c'est très lourd, c'est long, mais ça permet d'exprimer une personnalité qui est super importante. Et puis, la voix, on en parle de plus en plus grâce aux assistants vocaux de nos jours, mais la voix est extrêmement présente maintenant, et ça permet d'activer des interactions extrêmement riches avec vos utilisateurs directement. Alors là, l'exemple est tout simple. Mais la voix permet également de faire passer la personnalité de votre application. Vous pouvez prendre une voix plus féminine, une voix typée plus masculine, une voix neutre, peu importe. En tout cas, vous allez pouvoir, grâce à la voix, jouer sur la personnalité de votre application. Alors, le problème de la voix, c'est qu'on pourrait en faire un talk de 40 minutes et que je n'ai pas le temps. Donc du coup, on ne va pas se concentrer sur la voix et pas non plus sur la musique. On va se concentrer principalement sur le bruitage aujourd'hui. Mais de toute façon, ce sont les sons qu'on rencontre le plus dans nos applications. Donc, c'est super, on a différents types de sons, mais comment on fait pour les appliquer à notre application, à nos usages? Il y a plusieurs types de sons dans les sons, c'est infini, c'est vraiment un labyrinthe, on n'en sort jamais, mais en gros, on a deux catégories de sons. On a des sons qui sont des sons qu'on appelle skeuomorphiques. Ça paraît un peu barbare comme nom, mais c'est tout simplement des sons qui ressemblent à l'objet qu'on veut représenter. Typiquement, le son d'un cadenas qu'on ferme, ça donne ça en skeuomorphique. Voilà. Là, si vous n'avez pas regardé l'animation, vous savez qu'on ferme un cadenas, en tout cas qu'on ferme quelque chose. Avec la même animation, mais avec un autre type de son, on va faire exactement la même chose, mais de manière beaucoup plus abstraite. Voilà, là, si on n'a pas l'image, on ne comprend pas forcément que c'est un cadenas qui se ferme, mais ça se rapproche beaucoup plus du Material Sound Design parce qu'on se détache de la réalité tout en apportant quand même quelque chose de concret. L'utilisateur comprend qu'il s'est passé quelque chose parce que le son vient appuyer l'image et ne remplace pas l'image dans le Material Sound Design. Il y a d'autres types de sons qu'on retrouve dans le sound design. Il y a d'abord les mouvements ascendants qui permettent de faire progresser l'utilisateur dans son parcours. Voilà, on a progressé, on avance, on est joyeux, tout va bien. On peut également avoir des mouvements descendants. Donc là, on revient en arrière, généralement dans un parcours. Et puis des mouvements répétitifs, comme par exemple on stagne dans une étape. Je peux signaler une erreur ou quelque chose qui a été mal rempli. Donc le son apporte beaucoup de touches finalement dans votre application et permet de guider l'utilisateur tout au long de son parcours. Il y a également des sons de type décoration qui permettent vraiment de symboliser le changement de vue, le changement d'état. Ça ressemble à ça, par exemple. C'est beaucoup plus bruyant, c'est beaucoup plus impactant. En revanche, il faut faire super attention parce que le son, c'est pas la priorité. La priorité en sound design, c'est le silence. Ça peut paraître complètement paradoxal, mais la première chose à faire quand vous allez commencer à travailler sur le sound design de votre application, c'est quand est-ce que je veux pas de son? Et la réponse à cette question, a priori, c'est tout le temps. C'est quasiment tout le temps, en tout cas. Le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le son vienne appuyer les propos de votre image et ne vienne pas remplacer l'image. Il faut que votre application reste utilisable sans le son, mais le son peut apporter une personnalité à votre application que l'image ne peut pas forcément apporter. Et donc c'est super important de maîtriser le silence, et encore plus important, c'est hyper important de respecter le silence demandé par l'utilisateur. S'il est en mode silencieux, évidemment, on ne va pas aller forcer du son, on va faire en sorte de rester le plus silencieux possible, de respecter son choix. Donc voilà, maintenant qu'on a fait cette petite aparté sur le silence, on va refaire du bruit parce que c'est quand même une conférence sur le sound design, donc c'est pas drôle si on reste dans le silence. Et on va s'intéresser maintenant aux sons qu'on trouve dans des systèmes en général, et notamment aux sons primaires. Les sons primaires, c'est les sons qu'on entend tout le temps, régulièrement. Quand on utilise un produit, par exemple, votre Google Assistant, quand vous réglez le volume, vous avez un petit son. Quand vous tapotez à quelque chose sur un système, ça peut faire un son. Le son du clavier, le retour son du clavier, par exemple, sur votre téléphone. Ou le son d'une casse à cocher, comme ici, par exemple. Voilà, c'est très subtil, ce sont des sons qui sont très digitaux, qui sont très abstraits aussi, tout simplement parce que si on n'utilise pas des sons digitaux et des sons très abstraits, ça donne ça. Alors là, par exemple, on utilise un son abstrait sur un clavier numérique, c'est sympa. Voilà, on comprend, ça fonctionne. Imaginez maintenant qu'on mette un son acoustique, un son qui n'est pas du tout abstrait. Enfin, écoutez, ça c'est horrible. Voilà, si on utilise ça toute la journée, vous allez très très vite vous lasser de votre application, et c'est pour ça que les sons primaires doivent rester évidemment le plus neutre possible, le plus abstrait possible, et les plus digitaux possibles, les plus doux possible finalement. On va voir quelques astuces à la fin de ce talk pour voir comment on crée des sons doux justement, mais voilà, ça c'est vraiment une règle hyper importante à retenir, les sons primaires doivent rester le plus doux possible. Heureusement, on a des sons secondaires sur lesquels on va pouvoir aller s'amuser. Alors, dans mon exemple, j'ai décidé qu'on n'allait pas trop s'amuser, mais les sons secondaires, en vrai, ce sont des sons qu'on retrouve un petit peu moins souvent, par exemple les sons de refresh comme ici. Voilà, c'est assez subtil, mais vous voyez que c'est un son qui est un petit peu moins générique et qui peut, là, de nouveau, aller exprimer une personnalité de votre application. Vous avez un peu plus de choix. En fait, ce sont les sons qui sont utilisés secondairement, donc pas dans les usages primaires de votre application, mais dans les usages secondaires. Pour le coup, c'est relativement simple.
Donc voilà, on a vu maintenant comment on applique le son globalement à l'UI et à l'UX, mais vous n'êtes peut-être pas des professionnels du sound design, et ça tombe bien, j'ai quelques astuces pour vous, pour créer du sound design tout facilement, tout simplement. Ici, j'ai 2 fois le même son, mais j'ai modifié un truc sur chaque son, j'ai modifié la dynamique. La dynamique, c'est tout simplement ce qui change entre le volume d'entrée et le volume le plus fort de votre son. Et vous allez voir qu'on peut changer complètement la personnalité de l'application uniquement en changeant la dynamique sur un son. Donc le premier exemple, c'est celui-là. Voilà, donc ça pourrait être un son de validation par exemple. Ici, je vais rajouter une dynamique beaucoup plus forte, on va attaquer dès le début. Voilà, c'est un son, c'est très ressemblant, si vous voulez, on peut les réécouter, hein. C'est très ressemblant, mais l'agressivité qui va sortir de votre application est tout à fait différente. C'est-à-dire que dans le premier cas, vous avez une application qui est plutôt douce, vous avez voilà, une notification qui est sympa. Dans le deuxième cas, votre application, elle vous dit « Oh là, dis donc, il faut que tu te réveilles, il y a un truc qui ne va pas ». Vous pouvez utiliser les deux, mais dans le deuxième cas, je l'ai entouré en orange parce que il faut faire attention, c'est un son qui est plus fatigant, qui est plus agressif, et bon, les utilisateurs, généralement, n'aiment pas forcément être agressés. Donc voilà, la dynamique, vous pouvez jouer avec pour rendre vos applications plus ou moins friendly. Il y a également d'autres petites astuces, notamment on peut jouer sur l'enveloppe du son. Alors l'enveloppe, il y a 2 paramètres. Il y a l'attaque, qui ressemble un petit peu à la dynamique, qui permet d'adoucir le son. Donc c'est vraiment la différence entre le volume le plus faible et le volume le plus haut, et la durée qui s'écoule entre les deux. Donc là, par exemple, on a une attaque qui est très faible. Voilà, ça c'est sympa, on a envie de mettre ça en réveil le matin, c'est super cool. Par contre, là, on va utiliser une attaque beaucoup plus violente de l'autre côté. Voilà, ça en réveil, c'est déjà un peu moins agréable. Et c'est justement, on a modifié uniquement l'attaque dans le son. Alors bon, ce sont 2 sons différents, mais l'attaque est différente, ce qui fait que la perception de votre application est différente. Je vais vous donner un tips aussi, si jamais vous voulez accélérer votre application sans toucher absolument à quoi que ce soit dans votre code, on peut le faire avec du son. Regardez cet exemple avec le premier son. Voilà, on a une notification, je vais mettre le même son, mais avec un délai que j'ai rajouté derrière, donc une sorte de reverb finalement. Vous avez vu comme on s'ennuie ? C'est extrêmement long, hein. Et bien justement, grâce au délai dans vos sons, vous allez pouvoir accélérer ou raccourcir le temps perçu par vos utilisateurs, et ça c'est super intéressant. Par exemple, si vous avez un temps de chargement assez long, ben, n'hésitez pas à utiliser un petit son assez long, comme ça l'utilisateur se dit « ouais, c'est en train de charger, c'est normal ». Mais par contre, si vous avez une action qui est censée être faite rapidement, surtout, utilisez le son le plus court possible, parce que sinon votre utilisateur va percevoir une application lente alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça serait un peu dommage. Allez, autre petite astuce dans le sound design, respectez les relations dans votre son. C'est relativement simple, mais si vous utilisez un son pour activer quelque chose, utilisez le son inverse pour le désactiver. Dans le cas ici, ça donne ça. On active et on désactive. Voilà, là c'est plutôt simple. Imaginez que je fasse pas ça, que j'active avec le même son, mais que je désactive avec un son qui ne revient pas exactement sur ses pieds et qui retombe un peu à côté. Ça ne donne pas envie, on a l'impression que quelque chose s'est mal passé au moment de la désactivation. Et puis encore pire, si on prend 2 mouvements ascendants à la suite, votre application n'a plus aucun sens et vous avez perdu votre utilisateur complètement. Et ça paraît très subtil, mais ce sont des erreurs qu'on retrouve dans certaines applications, et pourtant c'est relativement simple à mettre en place, quelques guidelines hyper simples, mais qui vous permettent effectivement d'avoir des applications qui soient cohérentes et qui donnent envie à l'utilisateur. Alors encore une autre astuce, c'est les sons qui se répètent régulièrement. Pourquoi utiliser le même à chaque fois? Bah oui, parce que dans la vraie vie, si je touche cette table, ça fait un son, si je retouche, ça fait un autre son un peu différent. Je ne fais jamais 2 fois exactement le même son. Eh bien, Google est parti de ce postulat aussi. Dans son matériel sound design, ils se sont dit, on va faire la même chose, on va utiliser des sons différents, même pour des actions qui se répètent. Donc on peut regarder par exemple ce que ça donne sur un swipe. La différence est très peu perceptible, mais il y a une différence dans chaque son. Ça permet de créer vraiment une application qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa et qui est beaucoup plus proche du réel. On peut faire la même chose avec le toucher, par exemple. On peut avoir des sons différents en fonction de l'endroit où l'utilisateur touche l'objet, ce qui donne ça. C'est très subtil, mais ça donne à votre application un côté beaucoup plus professionnel et un côté beaucoup plus réel. Et pourtant, c'est relativement facile à mettre en place. Alors, c'est facile à mettre en place, mais il y a une astuce et un truc à respecter, c'est le format de vos fichiers audio. La qualité du son, ça joue énormément, puisque c'est la personnalité de votre application qui ressort de la qualité de votre son et des sons que vous allez choisir. Ça serait dommage de voir un super design sonore, mais de tout gâcher parce que vous avez un très mauvais format de son. On va écouter 2 exemples ici, 2 fois le même son, une fois dans un format classique et une fois complètement compressé, et vous allez voir, le deuxième exemple est vraiment pas beau. Ça, c'est sympa. Ça, c'est beaucoup moins sympa. Et là, d'un coup, si j'ai ce deuxième son dans une application, je vais me dire, mais cette application elle a été développée par des stagiaires, c'est pas possible.
No offense pour les stagiaires. Mais voilà, en tout cas, cette application est a priori de moins bonne qualité. Comment ça se fait? Eh bien, tout ça, c'est juste le format. Donc, faites attention dans le choix de vos formats. Utilisez des formats qui soient il faut trouver le juste prix. Il faut trouver le juste milieu, le juste prix. Il ne faut pas avoir des formats trop compressés, mais il ne faut pas non plus avoir des formats qui soient complètement trop lourds, parce que sinon votre application va ralentir. Donc voilà, respectez les formats, c'est super important. Voilà en gros pour ce petit tour de matériel sound design. J'ai pas beaucoup plus de temps pour vous faire un tour beaucoup plus complet parce qu'il y a énormément de choses à voir dans le sound design. Je voulais que vous ayez un aperçu de ce qu'on peut faire avec le son, de vous montrer que le son c'est super important, que ça peut changer la personnalité et la perception de vos applications, de vos outils. Donc n'hésitez pas à l'utiliser avec parcimonie. Voilà, merci. Merci Colline, on a quelques minutes pour des questions. Merci pour le talk. Quand on fait du matériel design graphique, c'est facile de faire un point CSS, de mettre des couleurs, on trouve des CSS tout faits, on trouve les polices toutes faites, mais le son, c'est plus compliqué à mettre en place. Alors, est-ce qu'il existe des outils qui permettent de générer ce genre de son en mettant des petits paramètres, un peu un Photoshop en fait, du son? Alors ça serait super cool, il n'y a pas à ma connaissance de Photoshop du son. En revanche, il y a une librairie qui existe de matériel design. Vous allez pouvoir retrouver tous les sons qu'on a écoutés dans cette présentation sont issus de cette librairie. Et après, libre à vous de les modifier avec les petites astuces qu'on a vues, la dynamique, l'attaque. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel d'édition de son, par exemple Audacity, qui est relativement facile à prendre en main. Et donc vous pouvez récupérer effectivement cette librairie. Alors j'ai pas pensé à intégrer le lien, mais c'est effectivement une bonne question, il faudra que je le fasse pour les prochaines présentations. Vous pouvez chercher un matériel sound design sur Google et vous trouverez une librairie et vous pouvez télécharger un gros fichier zip avec tout plein de sons dedans. Sinon, il y a des banques de sons aussi qui existent, de pas mal de sons qui sont libres de droit sur différents sites que vous allez pouvoir retrouver, qui vous permettent de faire du son dans vos applications. Et sinon, le meilleur outil en réalité du sound designer, c'est un micro et des objets. Ça paraît un peu stupide, mais en vrai, c'est comme ça qu'on fait du son en général. On prend un micro et puis on prend une casserole, on tape dessus, on retouche ça dans Audacity, dans Adobe Audition. Et c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, pour les films, hein, par exemple. C'est comme ça que les bruitages sont faits. Ça marche aussi pour vos applis. N'hésitez pas à être créatif. Prenez votre table, prenez votre micro, tapez dessus et dites tiens, ça marche, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter. C'est aussi ça, effectivement, le son. Oui. Oui, merci. Merci pour le talk, très intéressant. Et j'avais une question, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour le design de son pour une application qui serait à destination de personnes malvoyantes, par exemple, donc, voilà, où ça peut jouer un rôle différent? Ouais, alors je suis pas du tout spécialiste de l'accessibilité, donc je voudrais pas dire de bêtises. Là, effectivement, ce talk est très tourné sound design pour le public général. Pour le public malvoyant, là, pour le coup, il faudra se tourner vers des spécialistes de ce secteur-là. Le son, en tout cas, est effectivement super important pour eux, ça c'est certain. Maintenant, ils ont des lecteurs d'écran, donc le plus important, ça reste quand même d'adapter votre application pour qu'elle puisse être utilisée par des lecteurs d'écran, que les fonctions de base, les boutons, tout ça soit accessible. Le son, il faudra a priori éviter d'en mettre trop, parce qu'il va plutôt être dérangeant pour l'utilisation du lecteur d'écran pour une personne malvoyante, justement, parce que si on vient en plus du lecteur d'écran qui donc lit le contenu qui est sur l'écran, on va rajouter encore du son dessus, ça va avoir tendance à alourdir la navigation pour une personne qui a des besoins de lecteur d'écran. Donc mon avis, qui n'est pas un avis de spécialiste, ce serait d'éviter de mettre trop de son spécifiquement pour ces applications-là. Pas d'autres questions? Je crois qu'il y a une question. Ouais, je suis là. Comment est-ce qu'on peut travailler bonjour, félicitations pour votre talk. Merci. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les UX pour qu'ils expriment quels sons ils veulent, quel type de son ils veulent, etc. En fait, pour faire le lien en fait avec nous qui codons ça en fait. Ouais, c'est une bonne question. C'est assez compliqué effectivement. Il faut travailler un petit peu de la même manière que ce qu'on fait quand on veut travailler sur une interface. C'est une sorte de mood board finalement. On peut partir sur un mood board, dire voilà, nous on veut une application qui soit plutôt tournée joyeuse, une application qui va cibler plutôt des jeunes, plutôt des vieux. Enfin, il faut vraiment aller chercher le public cible en premier lieu. Et puis alors, essayer après derrière d'aller chercher des sons qui sont le plus classiques possible malgré tout. Après derrière, j'ai pas effectivement d'astuces spécifiques à communiquer. Il faut essayer de trouver un esprit. Puisqu'on parle effectivement de personnalité, il faut essayer de définir la personnalité de l'application pour ensuite aller chercher les sons qui soient le plus adaptés possible dans l'application. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Là, ouais.
Ça veut dire que pour travailler dans le material sound, en fait, par exemple, vous êtes diplômé de quoi, ou c'est quoi votre Une expérience? bonne question. Alors moi, je suis diplômé d'Epitech. J'ai fait 3 ans, j'ai fait un bachelor là-bas. Donc à la base, je suis développeur. Et maintenant, je fais du management, ce qui n'a donc effectivement rien à voir. Mais par contre, j'ai développé des applications sur le sound design avec le matériel sound design il y a quelques années. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans toute la documentation du matériel sound design. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là. J'ai travaillé en radio il y a longtemps, mais donc j'ai fait du son mais il y a longtemps. Mais donc pas du tout spécialiste. Il faut simplement se lancer dans la documentation, lire un petit peu ce qu'il y a dedans. Et voilà, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, simplement renseigné grâce aux documentations. Merci Colline. Merci.